Bonjour à toutes et tous. Je vais juste vous donner quelques minutes pour que tout le monde puisse s'installer. Merci. Merci Cécile de m'avoir présentée. Je suis Lola Overlez et je suis ravie d'accueillir aujourd'hui cet auguste panel pour nous parler d'un sujet très important, le transport des véhicules électriques et batteries lithium, tout particulièrement en mer, mais on va aborder ce sujet d'un point de vue plus général. Alors, je vais présenter mes invités dans quelques instants et ils auront également la possibilité de nous en dire un peu plus au sujet de leur activité, de leur entreprise. Donc, vous pouvez voir leur nom à l'écran, mais je vous les présenterai tout de même. Alors, pourquoi est-ce que l'on parle de ce sujet aujourd'hui? Alors, je pense que la plupart d'entre vous ont entendu parler des incidents qui sont survenus particulièrement l'année dernière. Par exemple, le Fremantle Highway. Quand vous regardez cette photo, on peut avoir assez peur au sujet des dangers potentiels liés au transport des véhicules électriques et batteries lithium. Et donc, on parle des risques aujourd'hui de points de vue différents, mais on aborde également un côté un peu plus positif. Il y a des solutions qui sont déjà en place et il y a également des solutions qui seront disponibles dans les prochaines années. Donc, je suis ravie aujourd'hui de compter parmi nous Damien, consultant expert nouvelle énergie et mobilité chez CNPP. À ses côtés, Marty, membre du Loss Prevention Committee et Loss Prevention Manager au Swedish Club. Ensuite, en provenance de Londres, nous avons Alan Nugent, Marine Superintendent de NYK, Anna Carlson de Rice, Institut de recherche de Suède, et nous avons également avec nous Andreas, responsable ingénierie risques spéciaux de BMW. Donc, vous pourrez vous présenter un peu plus pour parler du Swedish Club, Marty, mais vous représentez une certaine perspective au sein de ce panel. Donc, quelles sont les craintes qui sont liées au transport des VE et également des batteries lithium? Quelles sont les principales inquiétudes? Alors, je pense que la principale crainte, c'est la crainte, la peur. Il y a une incertitude. Est-ce que l'on comprend bien les risques associés? Et je pense qu'il y a les deux côtés de la médaille. Donc on a tout d'abord l'approche très précautionneuse avec toutes les informations scientifiques que l'on peut utiliser, avec l'évaluation des risques également. Et le revers de la médaille, c'est la crainte, la peur que l'on peut avoir. Ce sera une très mauvaise chose si le navire prend feu. Donc c'est très important pour notre secteur de trouver vraiment la meilleure ligne à adopter. Donc, quand on voit la photo, par exemple, du Fremantle Highway, est-ce que vous pensez qu'à chaque fois que des VE ou des batteries lithium sont transportées, est-ce que vous pensez que cela donnera forcément lieu à un incendie de grande ampleur? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je pense que dans ce cas en particulier, il y a environ 800 navires qui transportent ce genre de produits dans le monde. Et à quelle fréquence est-ce que l'on voit des incendies? Eh bien, je dirais que pour l'instant, il n'y a pas eu de facteurs d'incendie confirmés liés au VE. Il y a eu des spéculations. Il y a des craintes du côté des assureurs également. Il y a cette crainte de perte totale en cas d'incendie et également de perte humaine. Merci. Alors, Alan, peut-être que je peux me tourner vers vous maintenant, parce que je ne sais pas si vous allez contredire le point de vue de Marty, mais vous travaillez pour un transporteur, NYK,
Donc, quels sont les risques qui sont liés au transport de ces produits en particulier? Alors, de notre côté, pour ce qui est de la lutte contre tout incendie provoqué par un véhicule, c'est l'accès initial qui va être déterminant. Mais le problème ici, c'est au sujet des VE tels qu'on les connaît aujourd'hui, et il y a cette possibilité de nouveaux départs de feu. Donc il faut prendre en compte une approche différente. Et c'est là que repose notre principale inquiétude. Et il y a également une question d'étiquetage des véhicules. Et quand on embarque ces unités, on va avoir 1000 automobiles qui se ressemblent toutes et vous pourrez avoir peut-être une étiquette qui vous indiquera véhicule électrique, mais parfois non. Donc parfois on ne sait pas. Donc parfois on a des personnes à bord qui ne peuvent pas identifier les VE. Donc il faut savoir où se trouvent ces unités afin que l'équipage puisse adapter ses stratégies en cas d'incident. Et donc, c'est la principale inquiétude de notre côté. Et lorsqu'il y a un problème, s'il y a un incendie, il faut pouvoir réagir dans les 40 minutes. Donc voilà, c'est une durée très courte d'intervention. Et donc, imaginez si vous êtes au milieu de l'océan à 2 heures du matin, quelqu'un se réveille, voilà, il faut être tout de suite compétent, efficace. Vous avez 40 minutes pour réagir. Et donc, ça, c'est un très grand défi. Merci. Alors, je crois qu'ici, vous avez quelques diapositives. Oui, au sujet de NYK. Donc ici, ce sont des cas récents. Et quand on regarde ces différents exemples, on voit que oui, il y a des véhicules qui sont impliqués. Et il y a seulement, dans 2 cas ici, des véhicules électriques qui étaient à bord. Et c'est principalement lié à cette fenêtre de temps d'intervention. Et il y avait principalement des unités standards, des véhicules standards, mais il faut pouvoir réagir dans les temps, comme je l'ai expliqué. Et donc, s'il y a des véhicules électriques, il y a un risque supplémentaire, mais il faut savoir comment l'aborder. C'est ce qui est important de notre côté. Très bien. Alors, je pense que l'on en parlera lorsque l'on aura notre table ronde au sujet des solutions. Donc, je reviens maintenant sur ce que Marty a dit. Donc, il faut regarder les faits, les données scientifiques. Et donc, comme vous l'avez expliqué, ces incidents ne se sont pas produits à cause des VE, ou on ne le sait pas, mais ce n'est probablement pas le cas. C'est bien ce qui a été expliqué. Oui, dans seulement 2 de ces cas, il y avait des VE à bord, et pour l'instant, aucun lien direct n'a été établi. Donc voilà, on ne peut pas dire grand-chose pour l'instant, tant qu'il ne s'est rien passé. Et je pense que c'est finalement le principal point à garder en tête, c'est qu'on attend qu'il y ait un gros problème et il faut pouvoir s'y préparer. Alors pour en revenir à cette approche fondée sur la science, nous avons la chance d'avoir avec nous Damien et Anna qui ont l'expérience du côté ingénieur. Alors Damien, peut-être que vous pouvez nous en dire un peu plus au sujet de votre perspective chez CNPP, donc notamment pour ce qui est des risques liés aux véhicules électriques, tout particulièrement avec les batteries lithium. À quelle rapidité ils peuvent prendre feu, comment on peut gérer ces incendies, comment éteindre les départs de feu. Les patriotes pourront se reposer un petit peu. Il faut avoir en tête qu'on a tendance à penser qu'une batterie, c'est quelque chose d'inerte, parce que on achète ça dans un téléphone ou dans un véhicule électrique. Et en définitive, c'est pas du tout inerte une batterie. Une batterie, c'est, comme vous pouvez le voir sur la slide, c'est une anode, une cathode, avec un liquide inflammable qui est donc, ça va être des carbonates, diméthylcarbonate, éthylcarbonate, diéthylcarbonate, qui vont avoir
un point éclair qui va être de l'ordre de 20-30 degrés. Donc il faut imaginer que vous allez avoir un petit réservoir, alors petit si vous avez une petite batterie, gros réservoir si vous avez une batterie plus grosse, enfin un ensemble de petits réservoirs, qui va du coup à la fois contenir un combustible et en même temps l'énergie suffisante pour enflammer ce combustible. Donc c'est pas étonnant que ça puisse prendre feu. Dans les faits, quand on regarde les statistiques, c'est un peu ce que nous disait Alan et c'est ce que disait Marty également. Hein. Si on est factuel, on se rend compte que statistiquement, les batteries ont quand même très peu de chances de prendre feu. Hein. On est plutôt aujourd'hui sur quelque chose de l'ordre de 10-7 sur une année, une chance sur 10-7, enfin une chance sur 10 puissance 7, du coup 10-7 sur une année pour une batterie, on va dire, de bonne qualité avec un battery management system, donc un cerveau capable de bien la gérer. Si on regarde les stats sur les véhicules, c'est extrêmement intéressant. Vous avez sur l'écran deux stats différentes, une qui vient du NTSB, donc c'est vraiment une statistique américaine. Si on regarde par famille de véhicules, si on prend 100 000 véhicules électriques en une année aux États-Unis, sur 100 000 véhicules électriques brûlent 25 véhicules. Sur 100 000 véhicules thermiques brûlent 1530 véhicules. Donc on se rend compte que le ratio est très clairement en faveur du véhicule électrique. Attention, il faut prendre ces chiffres avec un petit peu de recul. Quand on prend 100 000 véhicules thermiques, l'âge moyen aux États-Unis du véhicule va être de l'ordre de 11 ans, à peu près 11-12 ans. Sur un véhicule électrique, bien entendu, on va être sur un véhicule qui est beaucoup plus récent. Ces chiffres, il faut les comparer avec nos voisins norvégiens, avec qui on a travaillé, nous, chez CNPP. Ils ont actuellement à peu près un demi-million de véhicules roulants en Norvège, électriques. En 2022, 17 feux. Donc vous voyez, on est quand même sur des événements qui sont extrêmement rares. Hein. On ne fait pas la différence entre feux d'origine volontaire, pas volontaire. Là, on compte que les feux, les interventions pompiers sur feu. Par contre, ce qu'il faut retenir, en termes de probabilité d'occurrence, on est très favorable pour l'électrique, vous l'avez compris. En revanche, si on doit intervenir sur un feu de batterie, hein, que ce soit sur un feu de véhicule ou sur un stockage de batterie, l'enjeu est vraiment différent, c'est-à-dire que c'est extrêmement difficile à éteindre. Il faut refroidir énormément et noyer la batterie. Un petit ordre de grandeur, le besoin en eau pour l'intervention sur un véhicule, on va dire avec un accès classique, hein, feu pleinement développé, on n'a pas de contrainte d'accès, on n'a pas besoin d'eau pour refroidir ou pour réaliser l'attaque. Sur un véhicule thermique, on va utiliser entre 500 et 1 mètre cube d'eau, 1000 litres d'eau à peu près. On va plutôt être sur plus de 10 000 litres pour un véhicule électrique. Si vous regardez un peu ce qu'on trouve comme retour d'expérience pompier, on peut même monter jusqu'à 100 mètres cubes, donc 100 000 litres d'eau, voire même encore plus. Donc on peut vraiment avoir des quantités d'eau nécessaires extrêmement importantes et vous imaginez bien que dans un bateau, ça peut être très problématique. Merci beaucoup. Anna, I hope you... J'espère que vous avez tout compris, oui? Très bien, super. Peut-être que vous aimeriez compléter ce que vient de dire Damien, ou bien en tant qu'ingénieur spécialiste des incendies, vous travaillez en Suède, vous avez un point de vue là-dessus, vous travaillez de près sur ce sujet. Que pouvez-vous nous dire sur ces risques qui n'ont pas été évoqués par Damien ou que vous aimeriez compléter? Ou bien n'hésitez pas à parler de ce que vous voulez. Oui, merci. Eh bien, chez Rise en Suède, nous avons à peu près les mêmes chiffres. Je ne les ai pas en tête, mais pour un feu qui commence dans la batterie d'un véhicule électrique, c'est très très rare. Mais bien sûr, les statistiques vont évoluer ces prochaines années quand plus de personnes auront des VE. Et peut-être que les chiffres vont évoluer, donc il faut suivre les statistiques, bien sûr. Ça, c'était le premier point, d'accord. Les risques ne sont pas plus élevés, mais le vieillissement est aussi un peu difficile à prédire. Donc là, c'est encore un nouveau domaine que sont ces batteries. Les développements évoluent rapidement. Aussi, en tant que chercheur et industrie, il faut comprendre, continuer d'apprendre quel est le comportement de ces véhicules. Il y a beaucoup d'années, il y avait des problèmes avec les véhicules conventionnels, avec le gasoil et l'essence. Maintenant, il y a des risques différents. Un feu d'origine électrique est toujours dévastateur, que ce soit un véhicule thermique ou électrique. On ne veut pas que le feu s'emballe. Voilà donc certaines des inquiétudes que l'on a aussi évoquées, les conséquences également pour pouvoir éteindre ou gérer un feu. On sait que les batteries sont extrêmement difficiles
à refroidir. Il faut beaucoup d'exposition à l'eau. Et cela comprend aussi certains risques écologiques, peut-être plus de toxicité dans les eaux de lixiviation. Donc peut-être que cela rajoute aussi des risques supplémentaires. Et puis aussi avec les véhicules d'occasion et le vieillissement du parc, on verra que peut-être qu'on pourra transporter des batteries d'occasion, des voitures d'occasion, donc ça sera peut-être aussi plus problématique à l'avenir. Une autre préoccupation. Donc, ce que l'on doit se rappeler, c'est qu'il faut encore en apprendre tant pour pouvoir entièrement appréhender quels sont les risques qui sont associés à ces batteries, c'est ça? Oui, tout à fait. Actuellement, il ne faut pas avoir peur des voitures électriques pour l'instant. Les risques sont très faibles qu'il y ait un départ de feu dans une batterie. Très bien. Et vous voulez... Il y a aussi un vieillissement cyclique et un vieillissement calendaire des batteries lithium-ion. Donc on connaît toutes les statistiques et on sait qu'elles sont déjà erronées. Les chiffres vont augmenter pour les batteries lithium, on le sait. Mais bon, en tout cas pour l'instant, voilà l'état de la situation. Oui, nous, avec les chercheurs et tout le monde dans la table ronde, dans le secteur, il faut qu'on y travaille ensemble pour en apprendre plus, pour développer nos connaissances et aussi les diffuser, pour avoir un environnement de travail plus sûr pour que tout le monde comprenne. Et c'est pour cela qu'il est très bon que vous soyez tous ici, pour pouvoir dire « N'ayez pas peur, ça va bien se passer, il faut simplement en apprendre plus ». Andreas, peut-être que vous pourriez nous parler du côté constructeur, parce que vous travaillez pour BMW. Et vous avez en fait peut-être pas des connaissances plus concrètes, mais bon, vous travaillez pour un constructeur qui fabrique les voitures et aussi des batteries Lyon. Vous connaissez les risques et peut-être qu'il y a des risques avant même que les voitures arrivent sur le bateau. Vous pourriez nous en dire plus sur ce que c'est que de fabriquer ces produits? Bien sûr, j'en serais très content. En tant que constructeur, nous n'avons peut-être pas tellement de connaissances sur les risques des voitures de série qui sont terminées, qui vont être... Enfin, il n'y a pas que cela dans nos chiffres et nous faisons toute la recherche et le développement sur tout l'amont. On a des prototypes, il faut les envoyer aussi dans le cercle polaire pour les tests arctiques. On les envoie aussi dans les déserts pour les tests en environnement chaud. On teste les véhicules, la batterie. Il y a toute cette logistique aussi sur l'approvisionnement en cellules jusqu'à la batterie terminée. Et il y a aussi l'assemblage des batteries jusqu'au montage final des véhicules. Ça n'est peut-être pas toujours au même endroit, dans des usines différentes, voire dans des pays différents. Donc il faut aussi tenir compte de tout cela. Ce que l'on a fait, mon travail en tant qu'ingénieur risque dans l'assurance corporate BMW, il faut s'assurer que nous ayons la bonne atténuation du risque en place et que l'on ait aussi les bons systèmes de sprinkler, les bons systèmes de détection d'incendie en place où c'est nécessaire. Et lorsqu'on arrive à la dernière étape de transport de la voiture de série finie, c'est le plus facile parce qu'elles ont été testées des centaines, des milliers de fois. Ce sont des véhicules qui ont été homologués pour différents marchés. Et de notre point de vue, on peut considérer que ce sont des véhicules sûrs à transporter et sûrs à utiliser pour le client, pour les utiliser sur la route, pour les charger chez eux. Et donc la partie intéressante, en fait, c'est de savoir ce que nous faisons en matière d'assurance qualité pendant l'ensemble du cycle de production. Ça part de la cellule batterie jusqu'à la batterie assemblée et ensuite cela continue lorsqu'on intègre la batterie dans la voiture et qu'on assemble tout le véhicule avec tous les tests que l'on mène auxquels je ferai référence tout à l'heure. Donc oui, c'est très intéressant, mais il se passe beaucoup de choses en amont avant le transport de la voiture. Alors je ne vais pas vous demander de dire du mal de vos concurrents, mais merci. Mais vous parlez beaucoup de tous ces tests et comme vous l'avez dit, on va voir quelles sont les solutions, ce que vous faites côté constructeur. Mais est-ce que vous savez comment vos concurrents, s'ils sont aussi consciencieux dans leurs tests pendant
toute la fabrication pour savoir si tout va bien dans leur batterie? Alors, ne donnez pas de nom, hein, mais... Alors, je ne peux pas vraiment donner de nom, mais je pense que, en gros, l'approche est semblable pour s'assurer que tout va bien, parce que il faut aussi qu'ils respectent les critères qui sont imposés sur les marchés. Il faut qu'ils prouvent que leurs voitures répondent à ces critères et qu'ils respectent les règlements, mais je ne connais pas leur processus, ce qu'ils font, parce que je ne sais pas. Donc, il y a des critères en place qui s'appliquent à tout le monde. C'est ça que vous avez dit. Oui, il y a des règlements pour les VE dans bien des pays, beaucoup de règlements différents. Tous les règlements doivent être respectés si vous voulez vendre vos voitures sur tel ou tel marché. Et pour vous, c'est suffisant? Pour l'instant, je dirais que oui, mais on ne sait jamais ce que l'avenir nous dira, mais il y a différentes approches quant à ce que doit pouvoir supporter une voiture en termes de choc ou de température. Mais les spécifications techniques des batteries peuvent être entièrement différentes. Un fabricant peut avoir une chimie de cellules complètement différente des autres et l'assemblage du pack batterie peut être complètement différent aussi. Donc ça, c'est côté fabricant. Côté constructeur, pour s'assurer que tout soit conforme et qu'ils aient le meilleur produit possible. Damien, je vous vois. Mon confrère, il faut bien que vous ayez en tête que, comme l'a dit Andreas, il y a énormément de batteries différentes. Nous, on parle de batterie lithium-ion, on a l'impression qu'une batterie, c'est une batterie, mais dans les faits, c'est pas du tout ça. Il y a notamment, pour les véhicules électriques, 3 grandes familles de batteries et qui sont, pour certaines, plus sensibles que d'autres à différents stimuli du coup, au pluriel. Typiquement, les LFP, les lithium fer phosphate, tiennent très bien notamment les augmentations de température, c'est-à-dire que globalement, s'il y a un thermal runaway qui est plutôt lent, elles vont plutôt bien le gérer. S'il est violent, elles vont également avoir du mal comme les autres, hein, mais il y a des typologies de batteries qui sont vraiment différentes. Et pour compléter ce qu'a dit Andreas, il est intéressant de savoir qu'au niveau des constructeurs, au niveau mondial, il y a Renault qui a eu une approche très opérationnelle en mettant dans ses véhicules ce qu'on appelle un Fireman Access, qui a été développé avec les pompiers du 78, qui permettent en fait avec une lance pompier de noyer l'intégralité du casing de la batterie en une fois et donc de refroidir, comme l'a dit Anna tout à l'heure, hein, c'est vraiment l'idée, c'est de faire du cooling, de refroidir le mieux possible la batterie. Et Renault l'a intégré dans ses véhicules, mais c'est vraiment pas du tout quelque chose qu'on retrouve au niveau mondial actuellement. Great. Super. Est-ce que quelqu'un souhaite ajouter quoi que ce soit? Je vois que vous êtes tous plus ou moins d'accord. Marty, vous avez l'air soupçonneux. Peut-être que vous avez quelque chose à dire. Non, non, non. Je suis loin d'être soupçonneux. Venant du point de vue de l'assureur et dans cette table ronde, il est important qu'on travaille ensemble. Il faut qu'on ait les constructeurs, les instituts de recherche et les transporteurs. Et ce que l'on vient de voir, c'est qu'il y a un position paper de l'IUMI. C'est pour cela qu'on est là. Et donc, ça fait partie de ce document. Comment gérer ce risque? Est-ce que le risque est plus élevé? Si tel est le cas, comment est-ce qu'on le gère? Sinon, comment on le gère également? Et puis, sur quoi sont basées les hypothèses? C'est en gros un document assis sur la science, des avis étayés par la science. Donc, avec Anna et Alan, dans le dernier projet incendie, c'est un projet d'1 demi-million d'euros au niveau européen. C'est la première fois que les assureurs maritimes étaient inclus et je suis ravi d'avoir eu la possibilité de présenter à la fois l'IUMI et le CEFOR. Et donc, en tant que secteur de l'assurance, il faut qu'on participe à la discussion, qu'on comprenne la technologie jusqu'à un niveau raisonnable pour pouvoir avoir une prévention de sinistres raisonnable. Mais en tout cas, tout est interconnecté pour une prévention raisonnable des sinistres. Je ne suis pas soupçonneux du tout. Non, c'est super. C'est une bonne transition avec la deuxième partie, pour ainsi dire, concernant les solutions. Alors, il y a déjà des améliorations qui sont développées. Andreas en a parlé. Je vais vous donner le micro. Peut-être que vous pouvez poursuivre et que vous aurez aussi des diapos. Comment est-ce qu'on peut faire mieux? Comment est-ce qu'on peut s'améliorer de tous les côtés différents?
Alors, ça, ce sont mes diapos, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je vais un petit peu entrer dans les détails de notre processus d'assurance qualité avec un processus complet qui vise à livrer les cellules batteries jusqu'aux différentes étapes d'assemblage de la batterie finie pour ensuite la mettre en œuvre dans une voiture. Comme je l'ai dit auparavant, il y a des centaines de milliers de tests qui ont cours pour s'assurer que dans cette batterie, tout respecte les spécifications et qu'il n'y ait pas de problème. Là, on peut passer. Là, vous pouvez voir, donc, voilà comment fonctionne le processus. Vous avez le fournisseur de cellules jusqu'à la distribution du véhicule. Tout commence par le fournisseur de cellules. On fait beaucoup de tests que je ne vais pas vous lire. Vous n'avez pas besoin que je vous lise les choses, mais ce que je souhaite souligner, c'est qu'à différentes étapes, en partant du fournisseur de cellules qui fabrique les cellules selon notre cahier des charges précis, comme on leur dit qu'il faut que les cellules soient, il y a des tests en tombée de ligne à la fin de la ligne d'assemblage pour s'assurer que tout respecte le cahier des charges et ils nous fournissent une liste de spécifications que l'on revérifie une fois qu'on reçoit les cellules dans nos usines. On revérifie que tout va bien et que les critères électriques et tout cela soient correctement mesurés. Une fois que c'est approuvé, on met cela en production ou si ça n'est pas approuvé ou si les cellules sont par exemple trop vieilles ou si la baisse de l'état de charge entre le fabricant et nous est trop élevée, eh bien, on renvoie les cellules au fabricant pour qu'il recommence et on ne les accepte même pas dans nos lignes de production. Ensuite, on fait le revêtement des cellules, étape suivante. Là, vous pouvez voir, j'appelle cela la batterie nue, sans revêtement, sans isolation électrique autour de cela. Voilà à quoi ressemblent les cellules pour la génération actuelle. Donc, il y a beaucoup de tests qui ont lieu. On mesure la résistance interne, le voltage, etc., la tension. Ensuite, on passe à la suivante. On recouvre l'ensemble de la batterie avec une laque UV pour isoler chaque cellule des autres. Électriquement, les propriétés isolantes sont mesurées avec soin. Et il faut vraiment s'assurer que tout respecte le cahier des charges et que tout soit correct. Et ce n'est que si on respecte ces critères qu'on peut passer à la prochaine étape de production. Qui ressemble à cela, c'est un petit peu compliqué. Ça, c'est un éclaté de nos modules. Ça n'est pas la batterie finale. Voilà l'étape intermédiaire où l'on crée des modules énergétiques à partir de chaque cellule. Là, c'est en bleu ce que vous voyez et il y a beaucoup d'autres choses qui se passent. Il y a des protections thermiques, de l'isolation électrique, la possibilité de chauffer ou refroidir la batterie selon l'environnement. Tout doit être vérifié et mesuré pour s'assurer qu'il y ait aussi une étanchéité au fluide de refroidissement. On fait des tests à la pression, on fait des vérifications géométriques, des vérifications pour la propreté technique. Il y a une vérification par caméra pour vérifier la présence, enfin surtout l'absence de débris. Sinon, s'il y a des présences de débris, on jette la batterie, on recommence et il n'y a que les bonnes batteries qui passent à l'étape suivante. Ça, c'est à ça que ressemble une de nos batteries. Et vous voyez le pack batterie avec le module énergétique fini, c'est ce qu'il y a en noir. Et selon la taille de la batterie, on aura plus ou moins de modules. Tout est relié électriquement. Et puis aussi, on branche le système de refroidissement. On a encore une revérification. Et on branche le BMS, le Battery Management System, qui est le cerveau de la batterie, qui le fait communiquer avec la voiture pour s'assurer aussi du niveau de santé électrique et thermique. Il y a des capteurs thermiques et électriques dans la batterie qui peuvent détecter si la batterie est en bonne santé ou pas. Et puis, on passe vraiment à la fabrication du véhicule. Et là, sur cette diapo, on voit où va la batterie dans la voiture. Ça, c'est la BMW i4. Vous voyez que la batterie est en dessous parce que c'est l'emplacement idéal pour une batterie du point de vue du centre de gravité. C'est protégé des chocs, etc. Et dans l'usine de montage véhicule, la liaison entre la voiture et l'unité centrale de la voiture, le cerveau informatique de la voiture, tout est revérifié. La voiture peut même dire
au conducteur s'il y a un problème et lui dire sortez immédiatement parce qu'il y a un risque d'emballement thermique sur la voiture. Voilà, comme on l'a dit, c'est très improbable. Et là, la voiture peut communiquer avec son environnement et aussi, quand la voiture est garée quelque part, on peut activer les clignotants, par exemple, et les warnings pour dire « Attention, il y a un problème dans la voiture ». Mais comme je l'ai dit, on n'en a pas vraiment besoin. Pour l'instant, on n'en a pas besoin très souvent, en tout cas. Voilà, suivant. Eh bien, c'est déjà la fin. Alors là, je vais vous parler du processus à partir de là. Le transport, donc là, on fait deux choses pour s'assurer que tout soit fluide et encore plus sûr qu'avec nos produits finis. Tout d'abord, on réduit l'état de charge, le SOC de la voiture au niveau minimum possible, avec deux avantages. L'un est que la probabilité de propagation de réaction en chaîne dans la batterie s'est réduite avec un état de charge réduit. Plus l'état de charge est réduit, plus la probabilité de réaction en chaîne est basse. Et donc, avec un SOC très faible, il n'y aura peut-être même pas du tout de réaction en chaîne. Et si ça commence dans la batterie. Deuxièmement, on met nos voitures dans ce qu'on appelle en mode transport, qui débranche tous les sièges chauffants, la clim, etc., tout le confort électrique ou thermique. On n'a vraiment que les moteurs électriques qui sont activés pour pouvoir conduire la voiture et la charger sur le roulier. Et ça permet aussi de préserver l'énergie. Et ça n'est pas exactement parce qu'on en aurait besoin, mais parce qu'il y a des réglementations du secteur des transports qui nous disent qu'il faut être en dessous d'un état de charge particulier. Vu notre concept de sécurité qu'on a dans nos usines, il y a certains SOC qui sont fixés avec l'assureur, qu'on est obligé de respecter. Et puis, quand on en parle aux personnes chargées de la détection protection incendie, il faut un SOC qui est considéré assez sûr pour eux. Et donc, quand on livre les cellules, elles sont à un état de charge spécifique et ensuite on ne fait que l'abaisser parce qu'on veut éviter le rechargement pendant tout le processus parce que logistiquement, c'est un cauchemar. Et donc, l'état de charge est très faible dans les véhicules assemblés pour le transport. Merci. J'ai vu des hochements de tête sur l'état de charge. Andreas, vous avez dit que ça n'était pas obligé pour tout le monde. Vous le faites. Oui, nous, on le fait, mais ça n'est pas obligé, ou en tout cas, ça vient du secteur du transport. Le seul chiffre qui soit bien établi, qu'on connaisse, c'est 30% d'état de charge. Ça vient de l'IATA pour le transport aérien. Mais c'est tout. Je vois une réaction de Alan et aussi de Damien. De notre côté, NYK a une limite de jusqu'à 50% que vous imposez. 50% d'état de charge, oui. Mais dans tout le secteur, vous pouvez demander à n'importe qui différentes catégories, ils vont vous donner des réponses différentes. Ça, c'est un grand problème pour nous. Mais ça, on y travaille, on en parle afin de gérer cela. Marty? Damien d'abord et après Marty? Ou l'un ou l'autre, hein. Alors, je vais continuer dans la lancée d'Alan pour dire que là encore, il faut qu'on travaille ensemble en tant que secteur, en tant qu'assureur. On serait satisfait de 50%, que ce soit 60 ou 40. Après, bien souvent, tout dépend du groupe de travail. Si les constructeurs n'en font pas partie, on peut décider tout cela, mais les constructeurs, on va faire autre chose. Donc, c'est pour ça qu'il est très important qu'on puisse échanger et là, que Andreas construise une voiture qui puisse faire 1000 km ou 1600 km à 10% de charge. Bon, ça, peut-être pas encore. Mais il faut qu'on comprenne les risques et qu'on comprenne ce qu'il y a pendant le transport pour pouvoir prendre ses responsabilités. Damien. Alors, pour compléter, en France, le laboratoire incendie français, l'INERIS, a fait beaucoup d'essais. Il y a quelques mois, ils ont dit que c'était en dessous de 30% qu'on a un risque standard. Ça n'est pas un risque spécifique, mais en fait,
On n'est pas obligé d'avoir un état de charge trop faible, parce que s'il est trop faible, ça peut créer des plaques dans les électrolytes et il pourrait y avoir d'autres problèmes pendant la recharge. Donc, il faut être entre 15 et 30%, mais pas en dessous, parce que sinon, il y aurait d'autres risques. Mais c'est vrai, oui. C'est aussi un problème auquel on est confronté parce que nous, on fait le distinguo entre l'état de charge technique, qui est la quantité d'énergie qu'il y a en fait dans la batterie, et ce qui est affiché dans la voiture. Quand l'état de charge affiché est à 0% et que le client ne peut plus faire 1 centimètre, il reste encore de l'énergie dans la batterie. Aussi pour ces raisons techniques, parce que si vous déchargez vraiment trop la batterie, là, elle va être détruite et ça peut provoquer des problèmes si vous essayez de la recharger ensuite. Marty ou Anna? Anna? C'est aussi, comme l'a dit Alan, de par la réglementation, on n'y est pas encore. Et nous, on regarde ce que fait l'aviation, le transport aérien en matière d'état de charge. Donc peut-être que si c'est nécessaire, il faudrait qu'on s'aligne. Mais tel que je le comprends, les conséquences, ce n'est qu'un des aspects de l'état de charge. Donc, s'il y a un pourcentage plus élevé, peut-être que les conséquences pourraient être inverses par rapport à un état de charge plus faible. Il ne faut pas qu'il soit trop élevé, mais bon, pas trop faible non plus. Mais on a aussi des voitures qui sont non seulement dans nos portes-véhicules, mais aussi dans les ro-ro passagers, dans les rouliers passagers, les ferries. Donc là aussi, il y a d'autres risques. On voudrait être à 100% de charge parce qu'ensuite, il va falloir continuer son voyage à la sortie du ferry. Là, il y a des batteries et il y a des batteries. Dans l'aviation, le chiffre strict, ce sont par exemple les accidents de batterie pour les outils électroportatifs. Et ça, ce sont deux batteries sans BMS. Alors que ce que vient d'expliquer Andreas, ce sont des batteries complètement différentes. Donc il y a batterie et batterie. Il faut faire le distinguo entre les batteries de jouets et les batteries professionnelles. Alan, j'aimerais revenir vers vous parce que pour l'instant, Andreas a expliqué ce qu'ils font côté constructeur. Vous avez parlé de ce qu'il faudrait qu'on fasse avec l'exemple de l'état de charge, qu'il faudrait se réunir, bon, peut-être pas décider, mais en tout cas échanger sur la meilleure pratique. Mais vous, Alan, qu'est-ce que vous faites actuellement avec vos porte-véhicules pour vous assurer qu'on puisse empêcher les incidents ou pour les arrêter au mieux? Ce qu'on fait actuellement, notre approche est en 4 points. On se penche sur la prévention tout d'abord. On demande des informations de la part des constructeurs pour qu'ils nous disent ce qu'il y a dans telle ou telle voiture, ce à quoi on peut s'attendre. Et puis, des coordonnées d'urgence pour qu'on puisse contacter quelqu'un côté constructeur pour nous aider si jamais quelque chose va de travers. Ensuite, il faut une détection précoce. On parle de 14 minutes. Il faut se demander comment on peut réduire le temps de réaction. Donc, de notre côté, il y a la vidéosurveillance aidée par l'IA sur les ponts. Et puis, il y a d'autres choses que l'on doit faire dans le secteur avec différents systèmes de détection. Il y a aussi côté lutte anti-incendie. On a fait des essais avec la mousse. On essaye de faire plus d'essais côté CO2. Il faut aussi de meilleures divisions anti-incendie parce que ces bâtiments ont la plupart du temps 12 ponts. Parfois, il y a 2 zones incendie sur 12 ponts. Donc, même si on peut réduire cela à 3 ou 4, ça nous aide un peu plus à cibler la lutte anti-incendie. Aussi de meilleurs outils à bord, meilleure formation des équipages et puis aussi pour qu'ils puissent lutter à la main si nécessaire. Et on s'est beaucoup concentré sur les dispositifs fixes anti-incendie. Donc oui, ça, c'est une chose, mais il y a aussi d'autres outils dans l'arsenal. Et on souhaite voir jusqu'où on peut aller, voir ce qui fonctionne. Et puis ensuite, on en revient, si quelque chose va de travers, les voies d'évacuation. On a vu cela avec des incidents récents où l'équipage ne peut pas arriver au vaisseau de sauvetage
parce que tous les ponts sont bloqués. Il faut se demander comment on peut assurer la sécurité des équipages. Comment leur faire quitter le bateau si tout vraiment va de travers. Donc là, les points principaux sont tout d'abord la sécurité de l'équipage, la sécurité du bâtiment et ensuite la sécurité de la marchandise. On souhaite vraiment que la marchandise soit en sécurité, mais il faut s'assurer que l'on préserve les vies humaines à bord. Damien, maybe you want to tell us what you've been working on at CNPP? Yes. Alan, you said you need solution, but we have to test them, to test the efficiency. Et c'est ce que je souhaitais dire, c'est-à-dire que CNPP, on fait brûler des batteries de véhicules depuis 2002. Donc ça fait plus de 20 ans qu'on fait ça. Et on se rend compte que, clairement, il faut qu'on change notre état d'esprit. C'est-à-dire que tous autant que nous sommes, on a été un petit peu formaté au foyer type, on va dire. Quand on a une situation, on sait qu'on a un foyer et on va avoir, on va parler de sprinklage, on va parler de détection, on va avoir un système qui va être adapté à notre foyer type. Bon ben ça ne peut pas marcher avec les batteries, tout simplement parce qu'il faut que vous imaginiez que les batteries, en fonction de leur niveau de charge, on l'a dit, elles sont plus ou moins sensibles. En fonction de leur chimie. Andreas nous a montré tout à l'heure les cellules de la BMW. C'est cellules prismatiques, chimie lithium fer phosphate, c'est très stable. C'est un peu ce que vous voyez sur le schéma à droite. Hein. LFP, vous voyez, c'est une des chimies les plus stables. Quand on augmente la température, elle ne bouge pas trop. Si vous prenez une NMC ou une NCA, ça c'est des cellules cylindriques qu'on va trouver dans des Tesla par exemple, c'est beaucoup plus sensible. Donc globalement, je ne vous dis pas que les voitures d'Andreas sont meilleures que les Tesla, mais un peu quand même. Special gift. En termes de safety. Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut qu'on change notre état d'esprit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les systèmes de sécurité, ils ont été designés avec des foyers de bûchettes ou avec des bacs d'heptane. On sait que les batteries, à même stimulus, vous n'allez pas avoir la même réponse. Donc il va y avoir potentiellement des foyers très violents, jusqu'à de l'explosion. Si on a un dégazage violent et un allumage, on peut avoir une explosion sur un feu de véhicule, ça arrive, c'est rare, hein, mais ça arrive. Comme on peut aussi avoir, en définitive, pas de feu. Dégazage violent, il n'y a pas suffisamment de thermal runaway, pas suffisamment d'augmentation de température et ça ne va pas prendre feu. Et ça, c'est les deux top et bottom du spectre. À nous, au RISE, au CNPP, à l'INERIS, à Effectis, de faire des essais, au VDS en Allemagne, de faire des essais pour être en capacité de produire des foyers types pour pouvoir tester les solutions dont vous allez avoir besoin à bord, que ce soit en termes de détection et en termes d'extinction. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, on sait que les batteries ne vont pas donner lieu à un foyer feu, enfin un foyer type unique, quoi. Donc il faut qu'on ait ce spectre pour être en capacité de dire cette solution, elle fonctionne dans peut-être 70, 80, 90% des cas et ça sera déjà génial. Mais il ne faut pas perdre de vue que vous allez toujours courir un risque avec les batteries parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune solution qui est efficace à 100%. Anna, do you agree? Alan, vous êtes d'accord? Alors, comme on l'a dit, on a également investi depuis 20 ans dans ces tests de sécurité dans nos laboratoires. Donc, je pense qu'on va pouvoir réaliser des tests de plus en plus en sécurité, à la fois pour nous et pour la technologie. Et comme on l'a dit, les systèmes d'extinction de feu à eau fonctionne pour les véhicules et les véhicules électriques. Et peut-être que l'on n'a pas assez abordé la question de la mousse. Et il y a également différents projets pour étudier la possibilité d'utiliser le CO2. Donc, je pense que cela nous permettra, avec ces tests, avec ces projets, d'avoir d'autres options pour les batteries de véhicules électriques. Et donc, on est toujours intéressé par le développement de ce type de projet, ce type de groupe de travail. Et voilà, c'est ce que je voulais ajouter ici. Et on travaille également avec les autorités. C'est important de travailler avec elles en termes de réglementation pour voir ce qui est le plus important à prendre en compte. Marty? Non, je suis d'accord, oui.
Et ce que je pourrais ajouter, au risque de me répéter, c'est qu'on travaille à l'OMI, on travaille à l'IOMI, CFO, avec les fabricants, avec les transporteurs, mais j'ai tout de même toujours l'impression d'être un peu seule. Et je pense que dans l'assurance maritime, il faut vraiment coopérer là où nous ne sommes pas des concurrents. Et la sécurité, c'est un domaine dans lequel on doit plus coopérer. Et donc, je pense que les assureurs doivent jouer un rôle moteur dans ces efforts. Parce que c'est un risque auquel nous faisons tous face. Anna? Oui, je voulais en revenir à l'équipage et à la gestion des incendies. Et donc, il y a également des facteurs d'organisation à prendre en compte, y compris à l'avenir. Et il faut que les équipages puissent travailler de façon sûre sans que ce soit en conflit avec les efforts anti-incendie. Et donc, on peut améliorer les systèmes de détection, les systèmes de sécurité. Voilà, il faut vraiment travailler en termes de recherche sur ces questions pour trouver également la meilleure organisation de travail à bord possible. Marty, avant de passer aux dernières remarques. Alors, juste pour présenter l'équipe pour la prochaine conférence, voilà, on se concentre vraiment sur ce qui se passe quand les véhicules brûlent en mer, à bord. Et si on arrive à agir dans cette fenêtre de 14 minutes, je pense qu'on est bien équipé pour agir. Et tous les systèmes sont éteints lorsqu'un navire est à quai. Donc là, le problème est très différent. Et il n'y a pas de capacité de pompiers dans la plupart des ports qui pourraient intervenir rapidement de cette façon. Donc peut-être qu'on pourra y revenir l'année prochaine. Voilà, c'est important de garder ça à l'esprit en tout cas. Oui, Alan ? Donc, je pense que cela nous renvoie à ce que l'on essaye de faire parce que lorsque l'on a un navire qui est à quai, comment est-ce qu'on peut gagner plus de temps, peut-être en utilisant le CO2 ? Et on peut commencer à remplir cela avec de la mousse avant de fermer, mais pas complètement. Et ce ne sera pas complètement efficace tant que le compartiment n'est pas fermé. Donc, ce dont on a besoin, c'est du temps. Il faut trouver un moyen de gagner du temps pour faire face à ces situations. Et donc ça, je pense que c'est l'une de nos principales préoccupations. Très bien. Alors, on va conclure cette table ronde maintenant avec quelques remarques optimistes. Est-ce qu'il y a des messages que vous souhaiteriez passer aux assureurs, à toutes les personnes dans le public aujourd'hui? Ce sur quoi il faut travailler ces prochaines années? Quelles conclusions est-ce que vous souhaiteriez apporter à cette table ronde? Andreas? Alors, j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit, gagner du temps. Et je pense que c'est ce que l'on rencontre dans n'importe quel cas d'incendie. On souhaite gagner du temps pour que les pompiers, les équipes anti-incendie aient le temps d'intervenir et pour que ces équipes puissent éteindre l'incendie. Et donc, il faut voir comment on peut mettre cela en œuvre sur les navires également. Et on réalise beaucoup de recherche et de développement de notre côté. Nous allons pouvoir réaliser les tests nous-mêmes. Et cela va nous permettre de mieux prendre en compte les risques auxquels vous faites face, les risques que vous avez mentionnés.
Et donc, notre objectif, c'est vraiment de réaliser le plus de tests possible afin de s'assurer que le transport peut être garanti en toute sécurité. Et il y a 5 types de batteries qui existent. La sixième génération de batteries va sortir cette année. Donc, comme vous pouvez le voir, il se passe beaucoup de choses en coulisses également. Et vous pouvez être sûr, en tout cas, que nous nous concentrons vraiment sur la sécurité pour nos batteries. Transition, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les véhicules électriques arrivent en masse et c'est quelque chose pour lequel il faut qu'on s'adapte. On n'a pas encore toutes les solutions. Il faut être extrêmement prudent. Alan nous parlait de mousse. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment refroidir les batteries. La mousse, aujourd'hui, il y a des bateaux qui en sont équipés. C'est pas forcément la meilleure solution pour éteindre un feu de batterie. On nous parlait de sprinkler. Là encore, il faut être très prudent. Il y a très peu d'essais Scale 1, échelle 1, qui ont été réalisés avec plus de, on va dire, 3 véhicules. Dans le monde, il y en a pratiquement pas un, avec un environnement qui est représentatif. Donc on ne peut pas garantir que les solutions qu'on a aujourd'hui en catalogue fonctionnent tout le temps. Il faut être très prudent avec ça. Vraisemblablement qu'un sprinkler conventionnel va retarder et va permettre de buying sometimes, ça c'est sûr. Est-ce que ça va permettre d'éteindre? Non, mais Andreas l'a dit, ça va permettre aux firefighters d'arriver sur le site et de pouvoir travailler sur la batterie. Je pense que c'est ça qu'il faut qu'on note, trouver des foyers types, être en capacité de tester les systèmes pour être sûr que les systèmes qu'on installe sont performants, ou du moins sont performants dans un certain nombre de cas suffisamment intéressants pour que le bénéfice qu'on en tire soit évident et soit suffisant, quoi. Thank you. Okay, we need to hurry now. Très bien. Alors, je crois qu'il faut se dépêcher de conclure maintenant. Alan, est-ce que vous avez quelques mots de conclusion? Alors, on a besoin de communication et de coopération de la part de tout le monde. Et dans cette table ronde, on a pu rassembler différents acteurs, mais avec d'autres acteurs, la coopération n'est pas aussi bonne. Et je pense que c'est exactement ce dont nous avons besoin afin d'améliorer la sécurité. Marty, Anna, vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Et ce qui brûle dans un véhicule, finalement, c'est le plastique et pas la batterie. Donc, il faut vraiment apprendre. La coopération est importante et il faut mieux comprendre les nouveaux risques posés par les batteries. Et voilà, il faut se pencher sur les différents types de feux. Alors, si je n'ai pas été assez claire, j'aimerais répéter que nous devons être alignés les uns avec les autres et il faut vraiment comprendre les risques en se fondant sur la science et pour voir également comment on peut lutter efficacement contre ces risques et les atténuer. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez tous appris beaucoup de choses et je pense que cette table ronde est un excellent exemple de ce que vous avez